Et c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce live depuis le studio de Capgemini à Issy-les-Moulineaux, dans le cadre de la Journée nationale de la bioproduction de biomédicaments. Aujourd'hui, nous allons parler de santé, d'innovation, d'industrie, mais surtout de produire en France les traitements de demain. Car derrière ces mots parfois complexes, bioproduction, biomédicaments, se cache toute une filière industrielle porteuse d'emplois, de compétences, de souveraineté et d'une promesse très concrète pour des millions de patients, l'accès à des médicaments innovants, sûrs et disponibles en temps voulu. Alors, si bien évidemment les patients sont au cœur des recherches médicales, dans le domaine, il faut aussi rappeler que les biomédicaments nous concernent tous, avec notamment les vaccins qui sont d'ailleurs très nombreux à être produits en France. Pour illustrer la richesse de cet écosystème, nous allons croiser les regards d'acteurs du secteur, industriels, chercheurs, soignants. Sophia Pache, championne de France du 400 mètres en parathlétisme, sera aussi avec nous dans quelques instants pour nous rappeler que ces traitements sont des leviers d'autonomie et de vie. Et pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Laferrère. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous êtes directeur général de France Biolide, l'organisation représentante de la filière, et Audrey Carpentier. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes directrice du secteur Life Sciences chez Capgemini Engineering. Alors, Laurent, d'abord, pour commencer, pour commencer et partir sur de bonnes bases, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un biomédicament ? Bien sûr. Bien, écoutez, déjà, dans un premier temps, ce que vous allez pouvoir retrouver dans vos pharmacies, c'est plutôt des médicaments qui sont issus de synthèse chimique. C'est ça, les fameuses pilules, les comprimés. Voilà. Les biomédicaments, eux, ils sont issus du vivant. Voilà, ils sont fabriqués à partir de cellules vivantes. D'accord, très bien. Il y en a différents types. Donc, j'ai parlé des vaccins tout à l'heure. Exactement. Vous avez également les dérivés du sang. Ouais. Vous avez également des anticorps et tout ce qui va être médicaments de thérapie innovante, thérapie cellulaire et génique. D'accord. Donc, c'est vrai qu'autant ça nous concerne tous, autant l'innovation aujourd'hui, elle est plutôt sur des maladies beaucoup plus sur le cancer, sur les maladies rares. Exactement. Exactement. Okay. En fait, il y a plusieurs familles de biomédicaments, comme on vient de l'expliquer, et qui ont finalement un intérêt pour à peu près 10 millions de patients en France qui sont atteints soit de cancer, soit de maladies rares, soit de maladies auto-immunes. D'accord. Et c'est aussi un beau support d'innovation. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors, j'imagine que vous avez vécu un véritable marathon ce jeudi à l'occasion de cette deuxième journée nationale de la bioproduction de biomédicaments. Qu'est-ce que vous en retenez ? Alors, je vois en fait déjà une mobilisation qui est incroyable. Une mobilisation des acteurs de la filière qui est fantastique, puisque on a une mobilisation dans 12 régions de France, au travers de plus de 35 événements, et une volonté de se faire connaître, de faire connaître finalement l'ensemble de ce qu'est la bioproduction des biomédicaments, de faire connaître les métiers. Parce qu'on a un vrai besoin de mettre en lumière cette filière de bioproduction. C'est une responsabilité collective que l'on a. Et cette responsabilité collective, elle est là justement pour faire en sorte que demain, nous soyons capables de fabriquer ces biomédicaments en France afin d'assurer une souveraineté sanitaire et donc une souveraineté industrielle. D'accord, c'est une filière très riche. On va parler tout au long de cet événement qui allie des scientifiques, des informaticiens, il y a aussi tous les techniciens qui sont derrière cette bioproduction. Audrey, justement, quand on regarde les différents événements de cette journée, alors que, comme l'a dit Laurent, qui se sont passés partout à travers la France, alors il y a eu des visites d'usines, des débats, des démonstrateurs technologiques, il y a eu beaucoup d'événements aussi dans les écoles. C'est tout un écosystème qui se construit aujourd'hui. Oui, complètement. Donc déjà, je suis ravie d'accueillir Laurent dans nos locaux de Capgemini pour terminer cette journée. Ce qu'on voit, c'est que d'année en année, cette journée, elle s'enrichit. Vous le verrez aussi au travers de ce web event, la richesse des intervenants de par leur parcours, leur contribution dans leur filière. Donc oui, c'est un écosystème qui est riche, qui se développe grâce au travail de la filière. Laurent en est leader et je suis ravie et fière d'y contribuer au nom de Capgemini. D'accord. Laurent, Audrey parle de la richesse de cet écosystème. Je crois que vous avez quelques chiffres peut-être sur les biomédicaments qui sont produits en France. On en est où concrètement ? Alors aujourd'hui, nous fabriquons la substance active de 47 biomédicaments. D'accord. Donc la substance active, voilà, c'est ce qui fait vraiment le cœur du médicament. Après, il y a toute une galénique, tout un enrobage qui permet, c'est la molécule qui va agir sur la pathologie directement. Exactement. Et l'intérêt justement d'avoir une production en France, c'est de pouvoir garantir finalement l'accès de ce biomédicament à la population française.
D'accord. Et alors, malgré tout, malgré toutes ces avancées, malgré ces nombreux biomédicaments qui sont produits aujourd'hui, il reste de nombreux défis à relever. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr, on a des défis nombreux, comme vous le dites. En particulier, le défi des compétences, Ouais. parce que ce qu'on est en train de créer, c'est sur un temps long. Et à côté de ça, il faut s'assurer que les compétences dont ont besoin les industriels, les laboratoires de recherche, etc., on peut les avoir à partir des formations. Ouais. Donc, il faut s'assurer qu'effectivement, il y a une bonne adéquation entre les formations et finalement les besoins des industriels et des labos de recherche. Et puis, il faut aussi s'assurer que ces formations, elles aient un volume d'étudiants et qui soit important pour pouvoir travailler au sein de la filière. Et donc, un des objets aussi de cette journée nationale de la bioproduction de biomédicaments, c'est de donner l'envie, d'avoir envie à ces jeunes et moins jeunes de pouvoir en fait rejoindre cette filière dans lequel le champ des possibles en termes des métiers est gigantesque et je peux vous dire qu'on ne s'ennuie jamais dans cette filière. Voilà. J'imagine. Il y a certains métiers qui sont plus en quête de recrutement aujourd'hui? Oui, tout à fait. On a en particulier les métiers de technicien de bioproduction. On a également tout ce qui va être des métiers comme les pharmaciens responsables ou les ingénieurs en développement de procédés, qui sont effectivement des métiers, on peut le dire, en tension, et sur lesquels, effectivement, on fait le forcing pour pouvoir donner l'envie aux jeunes de rejoindre ces métiers-là. D'accord. La filière bioproduction, pour rester sur les chiffres, c'est quoi, 76 000 emplois? C'est 76 000 emplois, effectivement. Nous représentons aujourd'hui 76 000 emplois en France. Et puis, dans la dynamique, finalement, de cette filière, on voit qu'il y a eu à peu près 6,3 milliards d'investissements industriels dans la filière ces 5 dernières années. Ce qui va créer à court terme plus de 3200 emplois. Et quand je parle de court terme, c'est sur les 2 à 3 ans qui arrivent, plus de 3200 emplois, rien que sur le domaine industriel. D'accord. Donc c'est vrai qu'il y a le domaine industriel, il y a toute la partie recherche en amont, toute la partie distribution, enfin il y a une variété de métiers qui est assez importante. Pour résumer et pour bien mettre en valeur la différence qu'il peut y avoir entre ces fameux médicaments chimiques qu'on va chercher à la pharmacie et ces biomédicaments, on peut dire que la bioproduction, c'est la petite production, voilà. C'est souvent des productions assez précises par rapport aux grandes usines de médicaments chimiques. Là, on est vraiment sur des lignes de production qui sont très précises. Parce qu'on est sur de la médecine personnalisée. Voilà, c'est ça. On va de plus en plus sur de la médecine personnalisée. Mais à contrario, il faut aussi voir que ça dépend, on va dire, des familles de biomédicaments. Lorsque vous êtes sur la thérapie cellulaire, thérapie génique, on est vraiment sur de la médecine personnalisée. C'est très peu de patients au bout du compte, surtout en thérapie génique. Donc là, effectivement, on est sur des petits volumes. Lorsqu'on est sur ce qu'on appelle des anticorps, qui vont réveiller un peu le système immunitaire quand on vous les injecte. Ça, c'est la fameuse immunothérapie pour... Exactement. Dans ces cas-là, j'allais dire, vous êtes sur des volumes un peu plus conséquents parce que vous avez beaucoup plus de patients qui sont atteints de cancers type lymphome, etc. Et donc là, effectivement, il faut des volumes plus conséquents. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Bien sûr. On est sur, j'allais dire, une filière qui est... Il faut le dire aussi, fabriquer un biomédicament, c'est long, c'est complexe et ça coûte cher. Et nous, notre défi, c'est d'accélérer ce développement et cette fabrication par de l'innovation. Ça va être de les rendre moins complexes et puis surtout beaucoup moins chers. Et donc, c'est toute cette structuration de filière que nous sommes en train de créer pour pouvoir effectivement les rendre beaucoup plus accessibles auprès des patients. D'accord, tout à fait. Alors justement, c'est des défis dont on va parler tout au long de cet événement. Avec vous, notamment Audrey, qu'on retrouvera lors de la table ronde. Audrey, quel est le rôle d'un acteur comme Capgemini, qui n'est pas l'industrie de la pharmacie, justement dans ce nouvel écosystème? Je dirais que notre rôle, Laurent l'évoquait tout à l'heure, il peut être sur un enjeu double, à la fois l'attractivité du talent, capter la compétence, le talent pour Capgemini. Nos talents, ce sont nos atouts pour accompagner les projets d'innovation de nos clients.
Donc, identifier les meilleurs talents pour adresser, servir ces enjeux liés à la bioproduction, pour nous, c'est extrêmement important. Et au-delà de l'attractivité, c'est d'être capable de pouvoir les projeter, de les faire évoluer, de les accompagner, de les former pour pouvoir justement générer de l'impact sur les projets qu'on réalise pour nos clients. Donc, je dirais que le talent, l'attractivité des talents, c'est au cœur de notre stratégie et de la contribution qu'on peut avoir pour la filière. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, c'est en tant que partenaire de la transformation business et technologique de nos clients, on a un rôle à jouer, selon moi, dans le développement de solutions innovantes qui vont permettre d'accompagner à la fois les filières, la filière, les industriels à accélérer dans le développement de ces biomédicaments. Et puis aussi, ces solutions innovantes, elles peuvent servir à former les futurs opérateurs à la bioproduction avec des technologies innovantes, immersives. Donc, c'est là où, en ça, selon moi, on a un enjeu double pour adresser et contribuer à cette filière. Oui, quand vous parlez justement de la formation des compétences, notamment les techniciens qui vont intervenir sur la ligne de production, il faut rappeler justement que quand on parle de biomédicaments, donc on est sur des lignes stériles. Enfin, il y a beaucoup de conditions à respecter. On ne peut pas se former en laboratoire, c'est ça. Donc, c'est par la réalité virtuelle notamment que... Oui, bien sûr. Alors, on a travaillé sur des parcours de développement, de formation innovantes, que ce soit sous des modèles d'e-learning ou de la réalité virtuelle, réalité augmentée, pour venir mettre en situation les futurs opérateurs. Et puis, pour les jeunes générations, c'est aussi un moyen d'être attractif pour pouvoir les former et mettre en visibilité ces métiers dont on a besoin pour accompagner la dynamique de la filière. D'accord, tout à fait. Vous avez vu déjà une appétence un peu grandissante autour de ces métiers, autour de ces expertises? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est l'ADN de Capgemini de développer, d'être au cœur de l'innovation. Donc, forcément, nos talents et les futurs ingénieurs ont en tout cas cette envie de travailler et d'être au cœur de l'innovation. Donc, oui, on le voit clairement. D'accord, tout à fait. Audrey, Laurent nous a parlé tout à l'heure des défis de cette question de compétences. Est-ce qu'il y a des atouts que vous voudriez mettre en valeur au niveau français pour cette bioproduction? Les atouts, je dirais que c'est la richesse de la filière. On le voit, l'écosystème qui est rassemblé est large, que ce soit des académies, des industriels, des partenaires technologiques. Donc, on a un écosystème qui est très riche, qui se rassemble, je trouve, de plus en plus. Il y a eu un véritable travail de structuration de la filière et on sent cette accélération se produire. Et puis, on a la chance d'être aussi sur un territoire qui est attractif. On a un bassin industriel riche. Laurent évoquait les investissements massifs qui sont faits. Et donc, c'est en ça où, selon moi, on a une véritable attractivité sur le sol français et un rayonnement qui est possible au niveau européen et mondial. Tout à fait. D'accord. Sur le sol français, donc on insiste encore une fois, c'est vraiment dans toute la France. Vous l'avez dit, Laurent, tout à l'heure, une trentaine d'événements, mais presque dans tous les départements. 12 régions de France. 12 régions de France sont couvertes effectivement par la Journée nationale de la bioproduction de biomédicaments. Encore une fois, cette journée-là, elle est faite pour les acteurs, pour mettre en lumière l'ensemble des acteurs. On montre un peu nos gros bras, tout simplement, et faire en sorte que finalement on puisse, en éclairant l'ensemble des acteurs, montrer la force effectivement de cette filière. On le rappelle, 76 000 emplois, plusieurs sites de bioproduction. On va de la recherche jusqu'à des gros sites de bioproduction avec des partenaires qui sont extraordinaires parce que je tiens à remercier l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés aujourd'hui. Ça fait que la deuxième Journée nationale de bioproduction. Et déjà toute la France couverte. Et c'est déjà un beau succès, donc merci à eux. Ça fait. Laurent, on aura sans doute la chance de vous retrouver l'an prochain lors de la 3e JNBB. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la filière d'ici là? Est-ce qu'il y aura des dossiers à surveiller? Bien évidemment, il y a des dossiers à surveiller. Cette filière, on la veut forte. Pour qu'elle soit forte, il faut dans un premier temps qu'elle soit souveraine, qu'elle soit innovante et qu'elle soit compétitive. Et pour gagner en compétitivité, bien, il y a des sujets, notamment sur la réglementation, qu'il faut qu'on aborde. En France,
Si on arrivait déjà à ne serait-ce que maintenir la réglementation européenne, ce serait bien. Mais des fois, on aime bien laver plus blanc que blanc en France. Donc, on rajoute en fait de la réglementation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille. Et il y a un sujet en particulier qui est sur les micro-organismes et toxines. Je dirais, si l'année prochaine, on revient là et on se dit, tiens, on a fait pas changer la réglementation, on a fait en sorte qu'elle soit plus facile à appliquer, alors on aura déjà montré que les choses bougent en France. D'accord, ce sera un sujet à suivre. Exactement. Laurent, merci de vos éclairages sur ce sujet. Donc, on ne manquera pas effectivement de suivre les prochaines évolutions de la filière. Audrey, vous restez avec nous. On vous retrouve dans une quinzaine de minutes pour la table ronde. Quant à moi, je vous invite à me suivre à travers les bureaux de Capgemini à la rencontre de Sophia Paché. Bonjour Sophia. Alors, Sophia, prenez votre micro. Vous êtes membre de l'équipe de France de parathlétisme, championne de France du 60 mètres et 200 mètres en salle en T38, c'est tout récent? Oui, exactement, c'était cet hiver en mars 2025. Alors voilà, il y a quelques mois, vous êtes également championne de France 2024 du 400 mètres en élite para. Alors j'ai mentionné tout à l'heure T38, voilà, c'est la catégorie d'handicap dans laquelle vous évoluez. Exactement, en fait, il y a 6 catégories qui permettent une classification de tous les sportifs de haut niveau ayant un handicap. Et moi, je suis dans la catégorie des 30. Donc les 30, ce sera toutes les maladies neurologiques. Et étant donné que la sclérose en plaques impacte le côté médulaire et cérébral, c'est pour ça que je suis dedans. D'accord, tout à fait. Alors, c'est dans cette catégorie que vous avez représenté la France aux Jeux paralympiques de Paris, donc sur le 100 mètres et le 400 mètres. Votre épreuve phare, sans doute, puisque vous êtes arrivé en finale au 400 mètres. Sophia, que retenez-vous de cet événement ? C'était juste magnifique parce qu'on sait que pour tout athlète sportif de haut niveau ou forcément qu'on fasse du sport tous les jours au quotidien, la chose qu'on veut, en fait, c'est faire les Jeux. C'est vraiment un rêve, je pense. Et pour un Français, moi qui ai représenté la France, c'était juste magnifique. Il y avait une énorme bienveillance, beaucoup de gentillesse. Et c'était un rêve qui est devenu réalité, où j'ai pu m'exprimer. Mais pour moi, c'était que du bonus, que du bonheur et que de la joie. Oui, bien sûr. Sophia, donc un beau succès qui en appellera d'autres. On va en reparler tout à l'heure. Alors justement, avant de revenir sur votre carrière sportive, retour en arrière, vous avez été diagnostiqué de la sclérose en plaques à 21 ans, il y a 9 ans à peu près. Comment avez-vous réagi à ce moment-là ? À ce moment-là, c'est une déferlance de tristesse, d'inquiétude, d'incompréhension, parce qu'à 20 ans, 21 ans, moi j'étais étudiante. Mon rêve, c'était d'être une grande criminologue en Angleterre. Et puis en fait, tout s'arrête là. Donc le diagnostic arrive, nous on n'arrive plus à se reconnaître ni dans le corps ni dans nos expressions physiques. Moi j'étais une grande sportive avant, j'ai été une grande voyageuse et là je reconnais plus mes pas, je reconnais plus mes pensées, je dors énormément et là je me dis bon il y a un problème. Sauf qu'en fait lorsque le diagnostic arrive, on est perdu, on se sent seul au monde et c'est en fait on comprend plus ce qui se passe autour de nous. Donc moi j'ai eu j'ai eu le déni au début, début quand le diagnostic est arrivé. J'ai eu du déni, beaucoup d'énervement, de la tristesse, de l'incompréhension et après on veut juste avoir les réponses à nos questions. Oui, qu'est-ce qui vous a donné la force justement de relever ce défi, à la fois médical et ensuite sportif ? Mais je pense que c'était tout l'amour qu'il y avait autour de moi. Ma famille était là et ils m'ont donné ce temps que j'avais besoin pour me retrouver, pour me reconstruire et aussi pour accepter cette maladie, une maladie que je ne connaissais pas. Et en fait, il y avait tout ce staff médical qui était autour de moi et qui ont toujours été à l'écoute. Et lorsqu'ils m'ont évoqué le fait que je pouvais enfin refaire du sport, donc au bout de 6 ans, là j'avais 6 ans, c'était énorme. Ouais, et donc là, j'avais une rage en moi, mais j'avais aussi ce besoin de me prouver que j'étais encore capable. Et donc, immédiatement, je suis partie vers mes premiers amours qui étaient l'athlétisme. Première libération. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Est-ce que pendant tout votre parcours de soins, que ce soit à votre diagnostic et pendant les années suivantes, vous avez trouvé les informations nécessaires auprès des soignants, l'accompagnement nécessaire ?
Oui, c'était important pour moi d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on se sent seul au monde, comme j'ai pu le dire, et on n'a pas forcément envie de parler. Ça dépend des patients. Certains vont avoir cette nécessité de s'exprimer, de parler de leur quotidien, de toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Moi, j'étais plutôt dans un mutisme et le fait de tout le temps devoir soit aller à l'hôpital ou d'avoir un suivi médical, c'est très important parce qu'on fait des scanners, des IRM on fait des prises de sang, etc. Et à chaque hospitalisation, on nous demandait comment vous vous sentez. Il y a les prises de sang, il y a justement la tension, la température qui est prise. Ouais. Et même quand un mois, on est un peu moins bien que celui qui est précédent, et ben on se dit, voilà, on s'inquiète. Et là, on a besoin d'avoir des réponses à nos interrogations. Et soit on m'orientait, soit on répondait à mes questions. Et ça, c'était très important. Tout à fait. Et alors aujourd'hui, vous en êtes où de cette maladie ? Aujourd'hui, je dirais qu'elle est sous contrôle. D'accord. C'est-à-dire que je n'ai pas de poussée, ni sur le plan médulaire, ni sur le plan cérébral, donc au niveau de la moelle épinière. Je n'ai pas eu de poussée depuis 5 ans. Donc, c'est très positif et je reste toujours suivie par les médecins au quotidien. D'accord. Alors effectivement, il faut rappeler que la sclérose en plaques est une maladie qui évolue par poussée, qui va toucher chaque patient de façon très différente, et ce qui nécessite aussi en face un arsenal thérapeutique diversifié. Vous en êtes où ? Vous avez pu changer de traitement au cours de vos soins ? Oui, et j'en avais besoin, je pense, parce que lorsque j'avais 20 ans, 21 ans et que le diagnostic est arrivé, je pense que j'étais pas dans un état physiologique et physique pour suivre les comprimés que j'avais à ce moment-là. Lorsque je voulais faire une mini sieste, en fait, ça se transformait en coma ou un grand sommeil de plusieurs heures, alors que j'étais en fait dans un circuit médical où je devais prendre des comprimés 3 fois par jour à des doses différentes. Ouais. Et en fait, je dormais 12 heures, 14 heures, 15 heures par jour. Donc, je ratais mes prises, et ce qui engendrait des nouvelles séquelles, ce qui engendrait des nouvelles poussées. Ouais. Et donc, il a fallu à un moment donné personnaliser justement le traitement, ce qui m'a permis de changer de traitement et d'être orientée par un neurologue pour me dire que ça devenait important et urgent aussi pour ma santé. C'était quand ça ? C'était il y a maintenant 7 ans. 7 ans, ouais, d'accord. C'est ça. Donc c'était juste avant que vous puissiez reprendre votre activité physique. Ça y a participé ? Oui, je pense, parce que c'est aussi important d'être aligné sur le plan physique et moral. Et à ce moment-là, moralement, je pense que je ne me reconnaissais pas encore. J'avais beaucoup de séquelles. J'avais l'impression que le médicament ne me correspondait pas. J'avais de nombreuses poussées et je me disais que je n'allais pas m'en sortir. Même mon corps, c'était compliqué pour marcher. Donc, lorsqu'on m'a évoqué un nouveau traitement, je me suis dit peut-être que ça allait être une libération, mais peut-être que ça allait s'empirer. Donc là, on a beaucoup d'interrogations et j'ai eu du mal aussi à accepter le fait que je devais changer de traitement. Et c'est pour ça que c'est important d'être entourée. Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Sophia, alors entre vos activités sportives, professionnelles, vous êtes aussi fonctionnaire, et personnelles, comment parvenez-vous justement à suivre correctement ces traitements, notamment vous qui devez beaucoup voyager pour l'athlétisme ? Oui, et c'est important, et justement, je pense que c'est dans l'alignement des choses, parce que j'ai réussi à faire justement de ce traitement et de ce suivi médical une norme dans mon emploi du temps, dans mon calendrier au quotidien, et ça, c'était important. Donc, je sais que lorsque je dois aller à l'hôpital, lorsque je suis suivie au quotidien, c'est pour ma santé, c'est pour pouvoir continuer ma pratique du sport, pour pouvoir être épanouie dans le monde professionnel et aussi personnel. Et donc, c'est un plaisir maintenant d'être suivie, alors qu'avant, c'était plutôt une angoisse. Oui, d'accord. Aujourd'hui, sur votre traitement, donc c'est quoi ? Vous allez à l'hôpital, ou c'est chez vous ? Oui, c'est à l'hôpital une fois toutes les 4 semaines, ou une fois toutes les 6 semaines. Donc, je l'ai eu en IV, donc en intraveineuse, et maintenant sous-cutanée. Voilà. D'accord. Ce qui est plus simple. Simple, exactement. D'accord, très bien. Sophia, alors, une dernière question. Donc, dans ce format qui nous rappellerait presque une ambition intime. 2028 ? Vous y pensez tous les matins ? Ouais, j'y pense énormément, parce que pour moi, de faire les Jeux à Paris, c'était une consécration, c'était une fierté. Et là, je me dis que j'ai vécu l'aventure sportive en France, dans mon pays. Et maintenant, j'aimerais bien la vivre, le rêve américain, comme on parle. Donc, vivre les Jeux à Los Angeles, ce serait magnifique. Et entre-temps, j'ai les championnats du monde là en septembre. J'aurai les championnats d'Europe l'année prochaine. Et j'ai toujours les championnats de France chaque année. Donc, je vais m'épanouir aussi et donner tout ce que je peux à ces différentes échéances. Oui, c'est un calendrier chargé. Les championnats du monde, ce sera en Inde, c'est ça ? En Inde, c'est ça, à New Delhi. À New Delhi, d'accord. Et c'est en septembre ?
septembre? C'est fin septembre, début octobre. Oui. D'accord, très bien. Et alors, des objectifs, puisque pour rappel, vous avez couru en 1 minute 2, je crois, le 400 mètres à Paris. Vous vous rappelez bien. Ouais, oui, c'est ça. Après, j'ai oublié les centièmes, mais c'est important. Oui, c'était 62,29. D'accord. Et là, j'ai fait 2 sorties cette année, donc en 400 mètres depuis les Jeux. Et j'ai encore battu ce record-là à 62,00. Donc, avec mon entraîneur, l'objectif, c'est d'arriver, se rapprocher de 60,00. D'accord. Et il est confiant, donc je lui fais confiance. D'accord. Sur le 400 mètres, une chance de médaille peut-être à Los Angeles? Eh ben, j'aimerais bien. C'est le rêve. C'est là, ce serait magnifique. Magique, mais oui, le podium, c'est sûr que ce serait super. D'accord. Voilà. Très bien. Sophia, merci. On aura bien sûr à cœur de vous soutenir et de vous suivre lors de ces prochains événements. On vient notamment votre compte Instagram. Oui, c'est ça. C'est Sophia Pattier, tout attaché. D'accord. _ athlée. Ok, voilà. Ça marche. Merci Sophia. Merci à vous. Restez en ligne, notre web event se poursuit avec un entretien de Jean-Pierre Thierry, qui est médecin et conseiller médical de France Asso Santé. Je vous retrouve juste après pour notre table ronde. À tout de suite. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Alors, Jean-Pierre, quelles sont les principales indications thérapeutiques aujourd'hui ciblées par les biomédicaments? Alors, j'ai peur d'en oublier parce qu'en fin de compte, beaucoup de pathologies et de maladies chroniques sont concernées, à commencer par historiquement avec les anti-TNF-alpha, les rhumatismes aigus, les maladies de peau, les maladies de Crohn, les MIS-C. Puis après, bien sûr, il y a toute l'application en oncologie, par exemple pour également les scléroses en plaques. Donc, je ne vais pas les citer toutes, mais elles ont pris un rôle évidemment éminent dans le traitement de nombreuses maladies. On a souvent l'idée, quand on parle de biomédicaments, de médicaments qui sont très innovants. Ce n'est pas forcément toujours le cas. C'est des médicaments un peu anciens donc dans cette catégorie. Absolument, oui. On citait les anti-TNF-alpha, par exemple, qui sont sur le marché depuis de nombreuses années, bien entendu. Mais alors, on a une accélération qui est due à la meilleure connaissance de la biologie moléculaire, de la génomique, de la protéinomique, effectivement, avec beaucoup de candidats potentiels issus de la recherche fondamentale, puis clinique et translationnelle. Alors, Jean-Pierre, quels sont aujourd'hui les principaux obstacles rencontrés par les patients justement pour accéder à ces biomédicaments? Non, alors donc la France, avec notamment depuis qu'elle a les autorisations temporaires d'utilisation et les accès précoces, fait partie des pays qui ont un accès assez rapide en moyenne aux médicaments innovants et présumés innovants, que ce soit en cancérologie ou dans d'autres pathologies. Alors bien entendu, on entend surtout parler quelquefois de blocage dans la négociation de prix, mais globalement, on peut dire que la France, notamment avec un système d'assurance maladie universelle qui couvre assez bien les besoins, a un accès facilité par rapport à d'autres pays aux innovations et aux biothérapies. C'est important, à votre avis, aussi pour un patient de savoir si son traitement est fabriqué en France aujourd'hui? Fabriqué en France, pas obligatoirement. Fabriqué en Europe ou en France, oui. Et c'est devenu une préoccupation constante, en tout cas au niveau des associations de patients qui réfléchissent à ce qu'on appelle les pénuries et les ruptures de stock. Donc, c'est devenu une préoccupation majeure, pas qu'en France, puisque c'est un phénomène mondial. Donc, effectivement, bien entendu, on suit avec attention des efforts de relocalisation, sachant que les pénuries interviennent surtout pour des médicaments anciens, génériques, et beaucoup moins fréquemment sur les biothérapies. Et sur les biothérapies, c'est un autre. Les obstacles sont principalement aujourd'hui des obstacles de prix et de négociation de prix. Jean-Pierre, est-ce que vous pensez aussi qu'il faudrait plus de transparence sur les chaînes de production des biomédicaments? Alors, les chaînes de production, donc c'est un sujet qui n'est pas familier pour les associations de patients et pour les usagers. Encore une fois, on s'y est intéressé dans plusieurs cas de figure. Le cas le plus important, c'est les explications sur les ruptures de stock et de pénurie. D'autres cas aussi, par exemple, c'est sur des changements soudains de forme galénique qui sont liés à des stratégies industrielles. C'est ce qui est arrivé notamment avec le traitement des insuffisances thyroïdiennes avec la lévothyroxine, qui a laissé des traces dans le monde, dans le monde associatif. Donc oui, c'est une nouvelle préoccupation. Donc on parle de souveraineté, de relocalisation et effectivement les associations patients au niveau, en tout cas du groupe de travail produits de santé de France Asso Santé, c'est un domaine qui est regardé aujourd'hui. D'accord. Et vous avez des propositions, vous, justement, à travers ce groupe de travail pour faire avancer le sujet? Ce qui est assez intéressant dans le cadre de votre colloque, c'est que la plupart des discussions sur les ruptures de stock et les pénuries portent sur les médicaments génériques. Mais en réalité, on voit qu'il peut y avoir un intérêt tout à fait particulier à discuter de la localisation en France et par extension en Europe de médicaments de biothérapie. D'abord parce que ça risque peut-être d'être plus facile à faire, curieusement, ce qui n'est pas tout à fait intuitif,
Et ensuite, parce qu'effectivement, ça pourrait permettre de garantir une certaine autonomie. Alors, c'est ce qu'on a vu, par exemple, je ne l'ai pas cité dans la liste des indications, mais avec des productions locales de carticelles dans certains pays, notamment que ce soit l'Espagne ou les Pays-Bas. Merci Jean-Pierre. Et nous voici de retour en direct dans le studio de Capgemini pour la deuxième partie de ce live autour d'une table ronde sur les biomédicaments, un espoir pour les patients, une vocation pour les experts. Nos invités, je vais vous les présenter au fur et à mesure des échanges avec d'abord Jean-Roch Fabreguette. Bonjour Jean-Roch. Bonjour. Vous êtes directeur médical du centre Méhari à l'AP-HP. Qu'est-ce que vous y faites ? Alors, ce qu'on fait au centre Méhari, c'est qu'on produit des biomédicaments un peu particuliers. Ce sont des biomédicaments qui sont fabriqués essentiellement à partir de cellules, soit de patients, soit des cellules de donneurs. D'accord. Et donc, on essaye de transformer ces cellules en médicaments. D'accord. Donc, ce sont des médicaments qui sont produits sur place du début à la fin ? Oui, tout à fait. L'avantage qu'on a aussi d'être au sein de l'hôpital comme ça, c'est qu'on a accès directement aux patients. D'accord. On a accès au prélèvement immédiatement. Et les structures de prélèvement aussi de ces cellules sont toujours situées à l'hôpital. Et donc, on a des liens privilégiés avec nos collègues qui sont chargés de cela. Et donc, on a ce qu'on pourrait appeler un circuit court bien sûr. pour pouvoir s'approvisionner et obtenir la matière première qui nous sert, à nous, à produire D'accord, donc les cellules des patients. Voilà, les cellules des patients ou encore une fois de donneurs sains qui peuvent aussi être utilisés. D'accord. Est-ce que vous avez un rôle aussi dans les circuits d'approvisionnement des biomédicaments, que ce soit sur leur réception, sur la vérification, sur tout ce qui peut arriver de l'extérieur ? Alors, au centre Méhari, directement, non. D'accord. Mais bien sûr, nos collègues de l'hôpital, eux, sont directement impliqués, en particulier dans les médicaments de thérapie innovante qu'on abordait juste avant, dont Laurent parlait, les médicaments de thérapie cellulaire et thérapie génique, sont arrivés à l'hôpital en force maintenant depuis quelques années et ont pas mal bouleversé la manière dont mes collègues pharmaciens, mais aussi dans d'autres structures, doivent prendre en charge ces médicaments. Et la logistique a été bien impactée, on va dire. Oui, d'accord. Jean-Roch, vous nous parlez là de médicaments très innovants, donc très, très personnalisés pour les patients. C'est courant dans les hôpitaux de trouver des centres comme le vôtre ? C'est pas très courant. Il y en a quand même plusieurs en France. On va dire dans les plus gros CHU déjà, bien sûr, mais aussi dans quelques CHU de taille plus modeste qui peuvent être parfois très, très novateurs et très dynamiques sur ces sujets-là. D'accord. Donc, on en a quand même, on commence à créer des réseaux et on est quand même, on a un réseau qui va couvrir l'ensemble du territoire, on va dire aujourd'hui. D'accord. Jean-Roch, on parle aujourd'hui beaucoup de compétences. Vous, au sein de votre laboratoire, c'est surtout de la biologie ? C'est essentiellement de la biologie, mais comme le disait Laurent, on cherche des techniciens de bioproduction, on cherche des ingénieurs. D'accord. C'est avec ce type de personnes qu'on travaille, effectivement, de collaborateurs. C'est pas forcément évident d'arriver à trouver des gens qui ont vraiment les compétences qu'on recherche, qui ont aussi idéalement une expérience. Bien sûr, quand il n'y a pas d'expérience, on est aussi là pour les former. Bien sûr. Mais on est tous au même niveau, c'est-à-dire que quand on peut trouver des gens avec une expérience déjà acquise, c'est toujours mieux. Et c'est pas si évident que ça aujourd'hui quand même d'arriver. On trouve des candidats, mais on n'en a pas énormément. D'accord, très bien. On va reparler des compétences. Victor Possambon, bonjour Victor. Bonjour Fabien. Vous êtes chercheur à la chaire de biotechnologie de Centrale Supélec. Alors vous connaissez bien ces problématiques de bioproduction ? Oui, en effet. Donc nous, la bioproduction, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas sur des choses qui vont être très fondamentales, comme sur la découverte de nouvelles molécules. On est vraiment plutôt sur une application des outils numériques pour la création de procédés et de bioprocédés, ce qui est la force de Centrale Supélec, pour justement aider les gens à mieux produire, mieux concevoir. D'accord. Tout à fait. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les défis, justement, quels sont les défis que vous cherchez à relever, que vous accompagnez, qu'est-ce qui est dans votre viseur aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que la création d'un procédé, que ce soit un procédé de génie chimique, donc ce qui a pu être utilisé autrefois pour produire des médicaments, entre guillemets, conventionnels, mais aussi aujourd'hui la conception d'un procédé utilisant le vivant, c'est toujours quelque chose qui n'est, disons, pas évident, c'est pas trivial. On va avoir des problématiques qui vont être des problématiques d'apport de la matière, mener correctement la réaction pour bien synthétiser le bon produit, atteindre la quantité voulue, mais ensuite aussi des questions de purification pour être sûr de délivrer seulement la molécule qu'on voulait produire. Ça, avec le chimique, on arrive aujourd'hui à très bien le faire. Et le chimique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est répétable, il est très stable.
Et quand on arrive à bien le sourcer, on arrive à bien produire. Le vivant, malheureusement, c'est toujours un peu plus... Voilà, exactement. Vous avez posé le mot, c'est aléatoire. Même si ça se comporte en moyenne un peu pareil, il y a toujours une petite variation. Il y a toujours un petit historique qui fait que... nos outils, nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de les appliquer. Ils ont été formés pour le génie chimique, ils sont bons. Ouais. Justement, c'est prendre en compte cette variabilité et aider les gens à mieux l'appréhender pour que ce qu'on est arrivé à faire du chimique, on arrive à le faire avec du vivant. D'accord. Vous parlez du côté aléatoire du vivant. En face, on a aussi le numérique, qui lui est très, très droit, très strict. Les deux peuvent se marier. Les deux peuvent se marier, justement. Pendant longtemps, ils n'ont pas forcément pu parce qu'il y avait une question en fait, de comment est-ce qu'on capturait cet aléa. Si on n'a pas assez d'événements, au final, on n'a pas une vision correcte de cet aléatoire. Mais grâce à l'avènement de choses comme le big data, puis le machine learning, deep learning, et aujourd'hui on va parler d'intelligence artificielle, la génération de, plus de données, avec plus de capteurs, on arrive à avoir une photo assez représentative au final qui nous permet de dire que le numérique qui est très déterministe, avec ces méthodes qui sont des méthodes en fait typiquement qui peuvent être amenées par Capgemini, permet de corseter un peu cet aléa et de dire qu'au final la trajectoire qui est celle-là, on sait qu'on est plus ou moins en fait ici, c'est plus large certes à cause de cet aléa, mais on est capable aujourd'hui de prévoir, prédire et donc ensuite concevoir, optimiser. D'accord. Il y a un projet notamment sur lequel vous avez travaillé en collaboration avec Capgemini qui est Calypso. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors Calypso, c'est un projet ambitieux pour la bioproduction en France. L'objectif, encore une fois très ambitieux, c'est diviser par 2 le temps de développement des procédés et aussi augmenter par 2 la productivité en somme du procédé. Donc c'est un projet qui est assez fédérateur à l'échelle de la France parce qu'on va avoir des équipes comme le CEA, en particulier ceux de Grenoble, Oletti, qui designent ces nouveaux capteurs, ce que je vous disais, pour avoir une meilleure idée de la photo. Mais nous aussi, à Centrale Supélec, on design des capteurs. Ensuite, cette donnée qui est générée, il faut savoir la gérer. Et ça, je vais pas vous mentir, c'est l'expertise de Capgemini. Il y a vraiment un énorme savoir-faire qui est apporté sur la gestion et l'utilisation de la donnée. Parce que l'accumuler, c'est une chose, savoir tirer de cette donnée de l'information, c'est un métier, c'est le leur. Et nous, on arrive ensuite pour une phase d'utilisation qui est de dire que maintenant qu'on a cette photo très correcte, comment est-ce qu'on peut designer ce procédé ? Et là, ensuite, ce procédé, c'est aussi un procédé qui est soumis à l'aléa, et c'est aussi les compétences en machine learning de Capgemini qui sont sollicitées. Mais c'est pas simplement un projet de développement, Calypso, c'est un projet qui a pour but de s'ancrer dans le réel. Et derrière, on a des gens qui sont capables de fabriquer des bioréacteurs, on parle de GPC à La Rochelle, qui, eux, vont pouvoir utiliser tout ça pour designer des procédés, mais aussi mieux contrôler des procédés existants. D'accord. Audrey, je reviens vers vous. Alors, on vous présente presque plus, Audrey, mais je vais le faire quand même pour ceux qui auraient attrapé l'événement en cours. Donc, vous êtes directrice du secteur Life Sciences chez Capgemini Engineering. Alors, Victor a parlé du projet Calypso, auquel a associé votre groupe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage quel est l'apport de Capgemini sur un tel projet, plus globalement dans la bioproduction ? Déjà, effectivement, c'était une fierté pour Capgemini de prendre part à cette initiative et donc au projet Calypso il y a maintenant plus de 4 ans. Et l'apport que l'on a au travers de ce projet, Victor l'évoquait, c'est cette fusion du monde scientifique avec le monde du digital, la synergie que l'on peut trouver, ce qu'on appelle au sein de Capgemini l'intelligent industry. Donc, c'est de savoir justement combiner ces 2 savoir-faire, de la connaissance des technologies de rupture au travers de l'intelligence artificielle. On parle désormais de GenAI, d'agents, avec une combinaison d'expertise scientifique pointue. Et ça, on le fait pas seul. Et c'est en ça aussi où je dirais que ce projet Calypso, c'est symbolique finalement de notre approche. C'est de travailler en partenariat, de créer un écosystème et pouvoir s'appuyer sur les forces de chacun pour pouvoir accélérer le développement de ces biomédicaments en France. Oui, tout à fait. Vous l'avez déjà dit, mais c'est vrai que Capgemini est un membre fondateur de France Biolide. Oui. C'est aussi un acteur clé aujourd'hui dans la construction de cet écosystème qui est en cours. Oui. Oui. Globalement, on s'investit au travers de la filière donc de France Biolide, et puis on continue à œuvrer donc sur le projet Calypso et aux côtés de nos clients industriels. Donc Maxime aussi pourra l'évoquer tout à l'heure. Bien sûr. Il y a eu toute une partie structuration en 2024, notamment. C'est par là que ça a commencé.
de la filière. Aujourd'hui, vous pensez qu'on entre dans une phase d'accélération. 2025, c'est un peu l'objectif. Voilà. Maintenant qu'on a la structure, les partenaires sont mis en place. Clairement, je pense que c'était essentiel de passer par cette phase de structuration avec un réseau et des membres qui se sont élargis au fur et à mesure. Et désormais, et c'est ce qu'évoquait Laurent, hein, on rentre dans une phase d'accélération. Et c'est en ça où je suis aussi convaincue que l'intelligence artificielle et l'apport de Capgemini sur ces technologies innovantes et de rupture peuvent être des accélérateurs pour la filière. D'accord, très bien. Jean-Roch, je reviens vers vous pour parler justement de cette filière. Vous travaillez aussi en partenariat, que ce soit avec d'autres chercheurs, d'autres médecins ou peut-être des industriels au quotidien? Bien sûr, beaucoup. Alors, à la fois des chercheurs pour les aider à justement concrétiser leur recherche, à pouvoir amener cette recherche aux patients et pouvoir traiter des patients avec des nouveaux médicaments issus de cette recherche. On travaille aussi avec des industriels pour leur offrir cet accès aux patients aussi, en particulier, enfin industriels, plutôt des petits industriels, des petites sociétés de biotechnologie, ce genre de choses. Donc là, vous intervenez davantage peut-être dans les parties des essais cliniques, c'est ça? Exactement, dans les essais cliniques qu'on appelle de phase précoce, c'est-à-dire les tout premiers essais cliniques qu'on fait chez les patients sur peu de patients, parce qu'on n'est pas une grosse structure, donc on peut prendre en charge un petit nombre de patients. D'accord. Et on intervient à ce niveau-là. D'accord. Et on s'intéresse aussi de plus en plus beaucoup à tout ce qui va être le big data, parce qu'on peut aussi générer beaucoup de données, comme le disait Victor, dans l'analyse. Quand on produit des médicaments cellulaires comme nous, on produit des millions, voire des milliards de cellules. Et on a aujourd'hui les techniques qui permettent d'étudier ces cellules individuellement et donc de générer pour chacune de ces cellules un certain nombre de données. Et on se retrouve avec une quantité énorme de données qui nécessitent derrière un traitement. Et donc, effectivement, on a besoin de cette expertise aussi de traitement de données et de gestion de données. On en revient à la question des compétences. On l'a abordé à plusieurs reprises, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que Centenary a les compétences nécessaires en big data, en data scientist? Est-ce que vous voulez recruter Victor pour... On fait appel à des structures de recherche extérieures qui ont la compétence en bioinformatique et en big data et en gestion des big data. D'accord. Et on parlait tout à l'heure donc, des difficultés que vous pouvez avoir à embaucher des techniciens, des profils spécialisés. Quand il s'agit de trouver un partenaire pour la data, c'est plus facile. Vous trouvez cette fois-ci des entreprises qui peuvent vous aider assez facilement? Alors, j'avoue qu'on a quelques contacts par le biais de projets que l'on monte en commun. On a quelques contacts aussi dans le domaine de la big data. Et il y a des gens qui nous approchent et qui s'intéressent à la biologie aussi et à ce domaine. D'accord, très bien. Une question, là, je voulais avoir votre avis aussi sur les défis qui peuvent être à relever aujourd'hui pour la bioproduction, qui sont... Victor, qu'est-ce que vous voyez directement qui vous saute aux yeux, les petits désagréments que vous pouvez avoir au quotidien et qu'il faut vraiment lever pour pouvoir accélérer dans ce domaine? Je vais rejoindre Jean. Typiquement, la question des compétences, c'est vraiment pas facile parce que même nous, positionner à un autre endroit de la filière, recruter des gens qui ont un véritable savoir-faire, c'est pas facile. Et comme le disait votre intervenant de Florence Biolide, on va prendre sur nous le fait de les recruter, de les former. Les fixer, c'est pas forcément évident parce que c'est effectivement des profils, aujourd'hui on parle de production de biomédicaments, mais c'est des profils qui ensuite sont très intéressant pour plein d'autres industries parce que ces compétences, elles sont très transverses et donc la compétition est assez féroce. Et les recruter, les fixer, c'est pas évident. D'accord. Audrey, vous voyez certains défis à relever? Je dirais qu'en complément de ce qui a été dit, le passage à l'échelle. C'est vrai qu'on l'a évoqué aussi avec Laurent, hein, de passer, de faire de la France une terre de développement à passer à une terre d'industrialisation. Et moi, je pense que c'est un des défis, effectivement, pour la filière. Oui, le passage à l'échelle, c'est vrai que c'est une question qu'on retrouve très rapidement. Jean-Roch, vous parliez des essais, des petites biotech qui font des essais qui sont effectivement assez nombreuses à travailler pour l'innovation des patients et qui peuvent aussi avoir des difficultés ne serait-ce qu'à produire les lots nécessaires qui vont accompagner les essais de phase 2, donc les essais après les phases précoces, qui vont être sur plus de patients, où là c'est plus difficile. Il faut arriver à trouver, effectivement, c'est une espèce de continuum, monter à échelle progressivement. Donc nous, on est là pour les aider justement dans les toutes premières phases, leur mettre le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, et qu'ils puissent faire la preuve d'intérêt de leurs produits, parce qu'après, il faut pas se leurrer aussi, il faut lever des financements pour pouvoir ensuite aller vers ces prestataires qui existent quand même. En France, on a des prestataires qui peuvent assurer ce travail,
mais bon, ça coûte encore cher de pouvoir produire des biomédicaments. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir aider comme ça à lever cet argent en ayant déjà eu la preuve de l'intérêt de la technologie et donc de faciliter ces aspects-là. D'accord. Mais c'est vrai que je suis d'accord qu'un des gros soucis, ça va être, à mon avis, un des défis à relever, c'est de pouvoir valoriser la recherche française de manière à la pousser jusqu'à l'industrialisation. Et aujourd'hui, on a vraiment du mal dans ce domaine-là. Ouais. On a tendance à perdre un petit peu nos innovations en cours de route. Beaucoup sont obligés de partir aussi à l'étranger, voire particulièrement aux États-Unis pour se faire financer. Ouais. Et ça, c'est un défi qu'il faut qu'on arrive à surmonter. D'accord. C'est vrai qu'on entend souvent, la France ne manque finalement pas de biotech, pas de jeunes start-up dans l'innovation, mais c'est les phases ensuite qui sont beaucoup plus difficiles, voilà, qui demandent des essais sur plus de patients, qui demandent plus de financement et qui sont plus difficiles. Voilà, donc, on a un cap à passer et qu'on a du mal encore aujourd'hui à passer. C'est ça. Vous voyez des atouts de la France, parlez-moi-en. Est-ce qu'on a parlé des compétences? Malgré tout, est-ce qu'il y a du positif? On n'a pas forcément tous les talents aujourd'hui, mais est-ce que vous pensez qu'on les aura assez rapidement? Les universités sont prêtes, Victor? À ce niveau-là, je dirais quand même qu'on a de la chance, surtout pour les aspects typiquement de traitement de données massives, parce qu'au final, on a des étudiants qui, quoi qu'on en dise, sont assez bons en maths. Et ça, c'est vraiment quelque part un prérequis. Alors, on parle pas d'être extrêmement fort et le futur Médaille Fields. Ouais, vous allez à contre-courant des dernières enquêtes qui mettent en avant. Alors après, elles sont peut-être plus sur les niveaux maternels, CP. Voilà, c'est exactement ce que j'allais vous répondre, c'est qu'en fait, quand on prend des élèves de collège, oui, peut-être que la France n'est pas très fort, mais quand on en vient à des niveaux qui sont des niveaux plus élevés, ceux auxquels moi j'enseigne, on va parler de niveau ingénieur, niveau master, et bien on a de la chance d'avoir une formation qui est quand même une formation de qualité, parce que je vois des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde, et les étudiants français sont en général assez bons en maths, mine de rien, et c'est quand même un prérequis pour pouvoir utiliser toutes ces méthodes. D'accord. Auprès des étudiants auxquels vous enseignez, vous voyez direct les talents de demain sont là? Je dirais oui. En vrai, surtout pour des problématiques qui en fait ont du sens. La quête de sens chez les jeunes, c'est vrai. Et le soin, c'est aussi quelque chose qui les intéresse beaucoup. Donc je pense à ce niveau-là qu'on peut être optimiste sur le fait que une belle filière comme la bioproduction de biomédicaments en France, ça a de l'avenir. D'accord, très bien. Jean-Roch, sur les atouts, on pourrait aussi parler du système des CHU français, de cette implémentation de beaux établissements qu'il peut y avoir partout à travers la France. Et de la recherche française qui est quand même dynamique, qui produit des jolies choses. Ouais. Et donc ça, je pense qu'il faut s'en féliciter et la pousser. Ouais. On a parlé du fait que dans les biomédicaments, il y avait beaucoup de choses, dont les vaccins. Les vaccins, la France est quand même une terre historique en termes de vaccins. Et là, on a encore une industrie qui est solide sur le sujet. Historiquement, on est aussi pionnier dans le domaine de la thérapie génique. Et alors là, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi encore à concrétiser et qu'on ait vraiment une vraie filière de thérapie génique en France. C'est un peu dommage. C'est celle qui est portée notamment par l'AFM Téléthon, par exemple, oui, tout à fait. Mais derrière cette recherche dynamique, il faut qu'on arrive à concrétiser les choses, encore une fois. Mais on a de quoi quelque chose sur quoi s'appuyer de solide. Oui, vous suivez vous-même les innovations, tout ce qui est dans le pipeline des laboratoires et ce qui pourra arriver demain au lit des patients? Bien sûr, oui, on est obligé de rester toujours très affûté sur ces sujets-là. On voit que les laboratoires se sont un peu refroidis ces derniers temps. C'est un sujet en termes de financement parce que avec ce qu'on appelle les CAR-T-cells, qui ont été évoqués dans la vidéo, qui sont en fait des cellules, des lymphocytes du patient, des globules blancs de patient qui ont été modifiés pour attaquer le cancer. Ces CAR-T-cells sont arrivés sur le marché il y a quelques années. Ils sont des médicaments très coûteux et qui impliquent une logistique très lourde pour les laboratoires. D'accord. Et ils ont... Là, cette fois-ci, c'est des prélèvements sur site, à l'hôpital, du patient, et ensuite un envoi... Envoi au laboratoire, qui modifie les cellules, qui les transforme en médicaments, souvent à l'étranger, tout à fait. On a plus de centres de production en France. D'accord. Et retour ensuite à l'hôpital. C'est très lourd, très coûteux, indubitablement, et difficilement supportable aujourd'hui par la sécurité sociale et par les pouvoirs publics. Donc beaucoup de questions qui se posent autour de ce modèle-là, ce modèle économique, et ça commence à rebuter un petit peu les laboratoires de manière générale. Donc on a aussi des problèmes de financement autour de ça. Donc il faut là qu'on arrive à se réinventer.
Bien sûr. Et à trouver d'autres modèles qui nous permettent de soutenir en fait ce progrès-là, parce que ça a quand même été une révolution pour les patients. Bien sûr. Donc réinventer tous ces bioprocédés, on compte sur vous, Victor et Audrey. Jean-Roch, Audrey, Victor, un grand merci de vos éclairages sur ces sujets passionnants et de tout votre travail qui met à chaque fois le patient au centre du sujet. Quant à nous, on repart dans les couloirs de Capgemini à la rencontre cette fois de Maxime Mock. Bonjour Maxime. Bonjour Fabien. Alors Maxime, vous êtes Data Scientist chez Capgemini Engineering, un métier dont on entend beaucoup parler. Pouvez-vous nous raconter votre parcours ? Merci beaucoup déjà de me recevoir ici. J'ai commencé mon parcours, j'ai fini mon parcours d'étudiant par une thèse en chimie organique. D'accord. À l'issue de ça, j'ai fait un stage postdoctoral à Lyon dans des laboratoires universitaires. Et puis, à l'issue de ce parcours, j'ai décidé de me réorienter. J'ai fait donc une reconversion dans laquelle j'ai pu faire une alternance qui m'a conduit à rejoindre les équipes de Capgemini Engineering en tant que data scientist sur des projets de recherche et d'innovation au sein de l'organisation de TNI. Et puis, à la suite de ça, on m'a pérennisé en tant que chef de projet du projet Calypso. Ok, très bien. On va reparler du projet Calypso. D'abord, vous avez mis en avant justement cette double compétence, autant chimie que data. Est-ce que c'est un parcours assez classique aujourd'hui dans ce domaine ? Je dirais que c'est classique chez Capgemini Engineering, notamment dans... mes collègues ont souvent des doubles compétences, data et d'autres expertises. Mais je crois que ça reste... finalement des choses qui sont spécifiques. On n'a pas beaucoup de ce genre de talent finalement en France, et ça reste quelque chose qu'on doit développer. Ouais, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, d'avoir, quand vous travaillez dans le numérique, d'avoir cette vision chimie, c'est des choses que vous avez toujours en tête ? Eh bien, je dois dire que dans mon parcours de chimiste, j'ai toujours aimé la chimie applicative, donc notamment au travers de la santé. Et puis finalement, je continue en tant que maintenant data scientist, puisque grâce à ces compétences de chimie sur le projet Calypso, je peux me servir de ces appétences, de mon vocabulaire, de ma compréhension des phénomènes pour justement mieux designer les outils de demain sur la filière à travers l'utilisation d'IA et de machine learning. D'accord, j'imagine aussi que c'est une aide précieuse quand vous allez voir des chercheurs, quand vous faites des collaborations, quand vous discutez justement avec d'autres personnes du secteur. Exactement, on parle déjà le même langage, ou en tout cas pas très loin, puisque la chimie et la biologie et la biochimie sont très connexes finalement. Et donc, à partir de là, ça nous permet finalement d'avoir un terrain d'entente beaucoup plus simple que des gens qui n'auraient pas ces compétences supplémentaires. Oui, d'accord. Et alors aujourd'hui, maintenant que vous connaissez bien justement ces questions de numérique, qu'est-ce que vous pensez de la transition numérique de la bioproduction ? Est-ce qu'elle est en retard par rapport à d'autres secteurs ? Est-ce qu'il faut accélérer, ou est-ce qu'il y a des initiatives qui commencent vraiment à porter ? Alors, je dirais qu'on est quand même en retard par rapport à ce qui peut se faire sur l'industrie chimique. Par contre, les initiatives que peut porter France Biolide ou Capgemini Engineering à travers Calypso sont des initiatives qui nous permettent de regagner ce retard. Par contre, il faut concrétiser ces résultats, il faut avancer et toujours penser que mettre au cœur des solutions innovantes dans ces nouveaux outils. Oui, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser le rôle que vous avez eu, que votre équipe a eu justement dans ce fameux projet Calypso ? Oui. Donc sur Calypso, on a pu avoir plusieurs chercheurs au sein de Capgemini Engineering qui ont travaillé sur ce sujet. Le but a été, dans un premier temps, on a 2 axes de travail chez Capgemini Engineering. Le premier, ça va être vraiment comprendre la donnée et la structurer. Ça, et de manière innovante, c'est vraiment le but. Le but, c'est vraiment qu'on puisse mettre l'innovation technologique qu'on envisage pour le futur de cette filière et même sur d'autres filières au cœur de ce projet. Donc je pense notamment à l'utilisation de chatbots avec des bases de données qui vont être innovantes et qui vont permettre justement une meilleure compréhension des données, jusqu'à aller sur le deuxième lot de travail qui va être sur vraiment l'utilisation de ces données pour en faire des outils de support aux experts métiers. Et donc là, on va plutôt être sur de la recommandation d'expérience pour supporter les experts. On va plutôt être sur
des aides pour la simulation, comme ont pu le préciser Audrey et Victor. Et puis, on va aller sur du contrôle-commande aussi, le faciliter, avoir des manières d'avoir quelque chose qui vont être aussi précis qu'un expert métier. C'est des sujets qu'on veut porter avec l'équipe. Et on a une équipe qui est pluridisciplinaire, qui permet justement, un peu comme moi, on a plusieurs casquettes, des biologistes, des biochimistes, des physiciens, et qui ont tous des spécialités en data, qui ont tous fait des reconversions et qui ont des appétences pour le sujet. Oui, d'accord. Et alors concrètement, en termes d'outils, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce projet Calypso? Il y a eu des applications concrètes? On a pu, en effet, avoir, grâce à Sanofi, finalement, un retour de leur part. Oui, qui est partenaire du projet également. Qui est partenaire, qui est chef de file du projet, en effet. Qui nous permet de nous projeter sur ces outils, comprendre la valeur de ces outils, savoir qu'ils sont pertinents, ou travailler dans une deuxième itération pour les améliorer. Et puis, évidemment, on a déclenché des choses en interne pour aller voir nos clients et aller les accompagner sur des sujets, notamment, je pense à des clients comme Roche, par exemple, ou Merck. D'accord, oui, d'autres laboratoires pharmaceutiques. Donc, exactement. Voilà, la deuxième étape aujourd'hui, maintenant que les outils sont prêts, c'est leur implémentation, c'est ça? Exactement. C'est ce qui est le plus, challengeant maintenant, parce que pour nous, qui faisons de la recherche, cette étape d'implémentation, elle est, je dirais, cruciale et challengeante pour nous. C'est pas forcément notre cœur d'expertise, mais justement, on peut compter sur les talents de Capgemini, puisqu'on a des métiers divers et variés qui permettent justement d'avoir des équipes pluridisciplinaires. Et là, je parle au-delà des compétences scientifiques, mais je vais parler du software engineering, par exemple, qui nous permettent de nous assurer que ces compétences-là ou ces outils-là, on va pouvoir justement les transférer chez nos clients. Oui, tout à fait. J'imagine que même lorsqu'il y a un transfert, vous restez toujours à l'affût de ce qui se passe. C'est une implémentation, mais c'est aussi toujours un peu un terrain d'apprentissage pour vous? À vrai dire, oui, totalement. À vrai dire, on est même obligé des fois de refaire le travail, puisque chaque partenaire, chaque client... Vous confrontez là vraiment à la réalité du terrain, à la vérité. Exactement. Alors même si sur Calypso, on a déjà une vraie réalité, mais chacun va avoir ses organismes vivants pour faire ses bioproductions. Chacun va avoir son équipement. Donc on a forcément des choses qui vont être différentes. La donnée va être sensiblement différente, même si on va retrouver les mêmes grandes catégories. Pour autant, il va falloir souvent réappliquer ce qu'on a pu faire sur Calypso. D'accord. Maxime, on parle là de la bioproduction de biomédicaments. Est-ce que ces outils pourraient aussi trouver d'autres applications dans des domaines différents? Eh bien, il y en a un qui me vient en tête qui est très très différent. On a réussi à transférer des choses sur des outils qui pourraient servir, par exemple, le ferroviaire. Par exemple. Ferroviaire, d'accord. Le ferroviaire. Justement, avec cette structuration de la donnée qui va être particulière. Là, c'est un exemple qui est très très loin. Pour autant, on pourrait très bien penser aussi juste à transférer au-delà de la bioproduction de biomédicaments, mais juste à la bioproduction tout court. Par exemple, la bioproduction potentiellement d'éthanol, par exemple, ce genre de choses-là. Oui, c'est évidemment très transférable. D'accord, très bien. Et vous travaillez aujourd'hui, vous avez déjà les idées en tête? C'est quelque chose que vous avez prévu d'aller voir d'autres secteurs, d'autres... Oui, évidemment, l'idée de Capgemini, c'est de pouvoir supporter nos clients, évidemment. Nos clients sont vraiment très variés et justement, on est en train de voir si ces outils liés au ferroviaire pourraient pas être utiles justement pour nos clients. Oui, évidemment, on prospecte. L'idée, c'est de pouvoir les accompagner sur les sujets innovants comme cela, évidemment. D'accord. Maxime, une question que j'ai posée un peu tout le monde aujourd'hui. Sur les défis, à votre avis, qui restent à relever, alors on parle beaucoup de compétences. Est-ce que vous, de votre côté, vous pensez qu'en France, il y a ce qu'il faut en data scientist, notamment, et qui peuvent avoir cette double compétence, au moins qui parlent aussi ce langage de la chimie ou de la biochimie? Je dirais que ça serait très intéressant d'avoir des parcours pluridisciplinaires où on est capable d'intégrer en fait la donnée dans des parcours scientifiques. Et ça, je pense, dans toutes les filières scientifiques, ça serait vraiment pertinent. À mon sens, on a besoin, j'allais dire, de gens qui ont, oui, des doubles compétences. C'est quelque chose qui est essentiel. Ça permet de justement faciliter l'interaction entre les deux univers, la science d'un côté, on va dire le machine learning et l'IA de l'autre. Sans ça, on a besoin de plus de temps pour se comprendre. On a besoin de plus de temps pour arriver à des outils et justement avoir des personnes qui vont avoir des doubles compétences. Ça permet vraiment d'accélérer à ce niveau-là. D'accord. Maxime, pour finir, toujours sur cette question de compétences, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui s'intéresserait justement au secteur de la bioproduction aujourd'hui? Dans un premier temps, d'être curieux. Je pense que c'est, quand on est scientifique, je pense que c'est la chose qu'on va peut-être... en tout cas, moi, c'est ce qui me parle le plus dans la science. D'être curieux et de
de ne pas hésiter à se former seul si on n'a pas les ressources. Il y a beaucoup de contenu sur Internet qu'on peut trouver pour se former en data science. Je conseille quand même une reconversion par des professionnels si besoin pour avoir une double compétence. D'accord. Mais si on a une appétence en data ou en informatique, ne pas hésiter à y aller, à foncer. Ouais, j'imagine que c'est cette curiosité justement qui peut mener vers une double compétence, vers une autre formation, vers d'autres secteurs. Totalement. D'accord, très bien. Merci Maxime pour votre témoignage. Alors qui j'espère attisera la curiosité de nombreuses personnes vers ces métiers de la production. Voilà, au terme de cette heure de live, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre suivi. Merci aux équipes de Capgemini pour l'organisation de ce live. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et je vous invite à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. À bientôt.